Bonjour à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Je suis ravi de vous retrouver tout de suite. Voici le sommaire. Et notre question du jour, la culture est-elle suffisamment accessible aux enfants? L'école a-t-elle un rôle à jouer dans la découverte des arts plastiques, de la musique ou encore du théâtre? Et si oui, lequel? On en débat sur ce plateau avec nos invités dans un instant. Comment accompagner les enfants atypiques, précoces, dyslexiques, Asperger ou hypersensibles? Nous recevrons en deuxième partie d'émission Claire Stried. Elle est consultante et coach en intelligence émotionnelle. Enfin, comme chaque jour, nous retrouverons Malika Ménard. Dans Souvenirs d'écoliers, son invité cette semaine, c'est April Benayoum. Allez, voilà, deux Miss, rien que pour vous cette semaine, et une troisième même, puisqu'on retrouve tout de suite Emma Guessel. Voici l'actu en bref. Bonjour Emma. Bonjour Mickaël. On commence avec la décision de l'ESCA de suspendre ses partenariats avec les universités russes. Oui, l'ESCA, c'est une école de commerce à Angers. La direction explique que cette décision est bien sûr liée à la guerre qui a lieu actuellement en Ukraine. Ce sont en fait les échanges à venir qui sont supprimés, c'est-à-dire ceux qui étaient prévus à partir de septembre 2022. Et à noter que l'école a décidé de soutenir les étudiants ukrainiens. Elle leur proposera des bourses pour pouvoir venir poursuivre leurs études en France. Une politique publique menée dans la précipitation, ce sont les mots du rapport qui a été rendu sur l'action de Jean-Michel Blanquer au sein de l'Éducation nationale. Une des rédactrices de ce rapport s'explique. Oui, il s'agit d'une sénatrice UDI, elle s'appelle Annick Billon. Selon elle, les réformes engagées par le ministre étaient nécessaires, mais il y avait un déficit de moyens pour les appliquer. Annick Billon est aussi critique sur le dédoublement des classes en REP et REP+. L'école reste profondément inégalitaire, dit-elle, avec toujours de forts écarts entre performances entre les élèves de CP et CE1 en éducation prioritaire et les autres, constate la sénatrice. On termine avec une jolie histoire, celle d'Eliane. Qui est-ce? Eh bien, Eliane, c'est une enseignante de Draguignan dans le Var qui a été félicitée par Jean-Michel Blanquer pour la qualité de son enseignement. Alors jusque-là, rien de vraiment étonnant, sauf qu'Eliane, eh bien, elle a 78 ans et elle travaille toujours dans un collège privé. Elle est professeure d'anglais et le petit mot du ministre l'a encore plus motivée puisqu'elle a dit que l'année prochaine, elle serait encore là à la rentrée. Merci Emma. Merci Mickaël. La culture est-elle suffisamment accessible aux enfants? L'école a-t-elle un rôle à jouer dans la découverte des arts plastiques, de la musique ou encore du théâtre? Voici notre question du jour. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Raoul Fokua. Vous êtes comédien, metteur en scène et professeur de théâtre. Bonjour Raoul. Bonjour. Avec nous également par Skype, Jean-Luc Gagliolo, adjoint au maire de Nice, délégué à l'éducation. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. D'abord, cette question pour vous deux d'ailleurs. La culture est-elle suffisamment accessible aux enfants, que ce soit à l'école ou dans leur environnement social et familial? Jean-Luc Gagliolo. Écoutez, nous avons considéré à Nice que non, et notre maire Christian Estrosi a souhaité la rendre plus accessible. En fait, on a deux vecteurs. Nous avons la première chose qui est d'emmener les enfants sur place, sur des sites culturels, et le deuxième vecteur qui est d'emmener la culture auprès des enfants. Et c'est ce que nous développons de manière assez importante en ce moment. Et pour répondre donc à votre question, je pense que la culture n'est pas assez accessible et que tous les efforts que pourra faire l'éducation nationale devront être renforcés parce que pourront faire les collectivités territoriales, les acteurs du monde de la culture notamment. Raoul Fokua, vous êtes de cet avis? Vous pensez également que la culture n'est pas assez accessible pour les enfants, pour les jeunes? Je confirme, oui, puisque vu mon travail dans les écoles depuis 5 ans, je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de demandes de la part des enfants à qui j'enseigne le théâtre et dont les écoles en fait finalement eux-mêmes sont en demande. Ce qui fait que, oui, je trouve qu'il n'y en a pas assez. D'ailleurs, finalement, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école ou est-ce que c'est le rôle des parents, finalement, d'amener la culture aux enfants? Jean-Luc Gagliolo. Écoutez, la question est complexe. Ouais. Le simple fait que l'éducation s'appelle l'éducation nationale pose une question de cette nature-là. Est-ce que c'est seulement le rôle des parents d'éduquer ou est-ce que c'est le rôle des enseignants aussi? Je ne crois pas que ce soit un rôle qui soit dévolu aux uns ou aux autres en particulier. Je crois plutôt que nous sommes complémentaires. Nous, parents, nous, adultes, nous, enseignants et nous, responsables de collectivités territoriales, je suis les quatre, je sais que nous devons intervenir à ces quatre niveaux.
Alors vous nous le disiez il y a quelques secondes, hein, la ville de Nice et son maire Christian Estrosi ont décidé de s'engager dans une politique ambitieuse en faveur de la culture pour les élèves de primaire. Parlez-nous de ce plan 100% culture à l'école qui a été mis en place dernièrement. Quel est son objectif ? L'objectif, c'est votre première question, c'est rendre la culture accessible à tous. À Nice, nous avons près de 35 000 élèves en primaire, maternelle et élémentaire évidemment. Et de ce fait, nous nous sommes rendus compte que nous avions mis en place déjà de longue date des services de médiation qui permettaient à nos élèves de visiter les 14 musées, d'aller dans nos 30 théâtres, de découvrir l'opéra, enfin bref, le centre du patrimoine. Nous avions mis un tas de dispositifs en place et nous nous sommes rendus compte que c'était insuffisant parce qu'il fallait aussi que ceux qui ne se déplacent pas dans ce type de lieu, et ils sont extrêmement nombreux, doivent pouvoir aussi accéder à la culture en la leur apportant directement sur un plateau. Donc ce que nous avons voulu mettre en place, c'est une collaboration tripartite Ville de Nice, DRAC et Éducation nationale, donc rectorat IA, de manière à ce que ensemble nous puissions élaborer un cahier des charges permettant de lancer un appel à projet à destination des artistes qui, eux, vont intervenir dans les écoles. Alors évidemment, ce sont des artistes de tout champ culturel, du spectacle vivant bien évidemment, des arts plastiques, de l'image, des lettres, du patrimoine, de la musique. Donc nous avons mis en place un dispositif permettant aux artistes d'intervenir dans les écoles. Alors c'est un dispositif un peu complexe que je vais vous préciser, puisque à partir du moment où nous avons lancé l'appel à projet, nous avons reçu des propositions d'artistes. Ces propositions d'artistes, nous les sélectionnons dans le cadre d'un jury tripartite, donc que je vous ai énoncé. Et ensuite, lorsque les candidats ont été sélectionnés, sur la base notamment des critères que nous fournissent l'Éducation nationale et la DRAC, eh bien, nous publions cette liste et demandons aux enseignants et aux directeurs d'école, donc qui participent, en tout cas parce que nous y allons progressivement, nous commençons avec 21 écoles cette année et 51 l'année prochaine, nous demandons aux enseignants de choisir la thématique qu'ils souhaitent aborder et le projet et l'enseignant qu'ils souhaitent faire intervenir dans cette thématique. Et c'est lorsque le projet a été choisi et l'enseignant et l'artiste ont été choisis par les enseignants que la rencontre se fait entre eux et qu'un projet se co-construit qui prend en compte la spécificité de l'école, la spécificité géographique, la spécificité socio-culturelle, et le projet et l'artiste s'adaptent à l'école selon les besoins, les desiderata et le désir et le projet d'école de chaque établissement. Alors cet appel à projet dont vous nous parlez, il s'est terminé dernièrement, je crois ? Nous avons terminé le deuxième appel à projet le 25 février. C'est un appel à projet qui est destiné aux artistes qui interviendront à partir de la rentrée 2022. Et donc, nous avons reçu 96 dossiers à ce jour que nous allons étudier et une partie d'entre eux interviendra dans les écoles sous deux formes. Résidence de création, et donc avec participation des enfants à la résidence de création et à observation aussi du processus créatif, ou bien atelier de pratique artistique qui permet aux enfants réellement de mener un projet eux-mêmes avec l'artiste. Donc, ce sont des modules de 12 heures qui se déroulent entre deux périodes de vacances scolaires et dont l'organisation, l'articulation se fait toujours de la même manière en articulation artistes et école. C'est pendant les vacances scolaires en fait, hein ? Pas du tout. Entre deux périodes de vacances scolaires. Entre deux périodes de vacances scolaires. C'est sur le temps scolaire, oui, absolument. Sur le temps scolaire. Raoul Foucault, vous enseignez le théâtre dans des écoles primaires à Paris ? Oui. Quel âge ont vos élèves ? Mes élèves, ils ont entre 8 et 9 ans. Donc, généralement, ce sont des enfants qui partent du CE1, même, ouais. CE1, CM2. Mais ce que je veux là intervenir sur votre précédente question, oui. Est-ce que c'est l'école qui doit apprendre la culture aux enfants ou les parents ? Moi, je dirais les deux. D'accord. Je dirais les deux parce que les enfants doivent être scolarisés comme veut la société française, mais si à l'école on ne leur propose pas des activités culturelles, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient comprendre ce que c'est que la culture, d'autant plus que l'enseignement que je porte dans les écoles, donc à travers le théâtre, à travers
plusieurs types de théâtre. Le développement des enfants au fur et à mesure, puisque j'ai suivi quelques classes sur 2-3 ans, l'évolution que ça apporte aux enfants, l'épanouissement qu'ils ont besoin et qu'ils en demandent, est très important. Donc moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et pour revenir sur le côté des parents, évidemment, l'éducation nationale doit pouvoir permettre aux parents d'amener leurs enfants dans des salles de théâtre. Monsieur disait tout à l'heure à l'Opéra, parce que à Paris, l'Opéra Bastille qui ouvre certaines portes, parfois pour justement présenter ce qu'ils font aux enfants et faire découvrir la musique aux enfants. Donc oui, je pense que les deux... Ouais. Alors, on en parlait justement à l'instant avec Jean-Luc Gagliolo, qui nous expliquait que finalement, malgré la diversité de choses qui étaient proposées dans les théâtres, dans les opéras, dans les musées, vous vous étiez rendu compte que finalement, il y avait des personnes qui n'y allaient pas. Il y a une vraie barrière. La raison, c'est laquelle finalement? Est-ce que c'est le prix peut-être aussi d'un spectacle? On sait que pour aller voir un spectacle, c'est minimum 15 € pour une personne. Ça n'est pas le prix, parce que nous avons à Nice une politique tarifaire qui est très adaptée et très spécifique, notamment pour les publics enfants et jeunes. Ça n'est pas le prix. Il y a une espèce de barrière psychologique qui fait que de nombreuses familles, de nombreux enfants et de nombreux parents, malheureusement, ne sont jamais entrés dans un théâtre, ne sont jamais entrés dans un opéra. Je pense qu'il y a une forme de timidité, d'auto-retenue en fait. Lorsque j'invite des enfants à assister à une répétition générale d'un opéra, j'invite entre 3 et 5 classes à la fois à l'opéra, ces enfants découvrent l'opéra. Lorsqu'on leur fait découvrir un théâtre, ils découvrent la bibliothèque municipale qui accueille 1 million de visiteurs par an, accueille plus d'adultes que d'enfants. Donc c'est un vrai travail de fond et je pense, de refonte des esprits et de mise en confiance des publics qui ne sont pas familiarisés avec ces lieux que nous avons à faire. Raoul Faucoua, vous le constatez ça avec vos élèves? Vous rencontrez des élèves qui parfois ne sont jamais rentrés dans une salle de théâtre? Je pourrais dire, il y a 2 élèves sur 10 depuis 5 ans que je travaille qui vont au théâtre parce que c'est leurs parents qui sont un peu plus instruits qui les amènent au théâtre. Il y a beaucoup de difficultés à apporter le théâtre à la maison. Parce que l'enfant, à l'école, que j'interviens en périscolaire, à l'école, lui, il est passionné. Quand il me voit arriver, ils sont très contents. Du moins, il y a une joie. Il y a une émotion en eux qui se développe, en fait, qui sort, ils sentent la légèreté. Alors, pour expliquer concrètement, l'enseignement que vous fournissez dans les écoles, c'est en dehors du temps scolaire ou c'est pendant le temps scolaire? C'est pendant le temps scolaire. Je suis en périscolaire, vous savez. Ce sont donc des ateliers que vous proposez les ateliers périscolaires que l'État propose aux compagnies dont je fais partie dans cet enseignement-là. Oui. Et au total, par classe, vous intervenez combien d'heures dans une année? C'est là où, justement, où c'est court. Moi, j'interviens 1 heure, j'allais dire 1 heure, 1 heure et demie, puisqu'il y a la récréation pour les enfants, 1 heure et demie par semaine. Pour une classe, pour 1 heure et demie par semaine, tout au long de l'année? Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Vous trouvez que c'est pas suffisant, évidemment? Non, vraiment, c'est déjà bien. C'est déjà bien 1 heure par semaine. C'est déjà bien. Moi, quand je les vois s'épanouir dans ce que je leur propose, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse arriver à ce que dit monsieur est très intéressant, qu'on puisse arriver à ce qu'on puisse déjà à cet âge-là intéresser les enfants à nos grands écrivains. Quitte à réécrire des pièces pour leur âge, mais leur faire comprendre l'intrigue, la dramaturgie qu'il peut y avoir dans ces pièces, avoir le temps de pouvoir le faire. Malheureusement, pour l'instant, j'adore ce que je fais, donc je ne peux pas dire autre chose, mais il faudra encore un peu plus. Ça veut dire que vous travaillez des classiques avec vos élèves ou vous êtes plus sur un théâtre plus accessible peut-être? Je fais les deux. Faites les deux. Je fais les deux. J'ai l'opportunité avec certains directeurs d'école qui me connaissent un peu depuis à peu près 5 ans maintenant, puisque j'essaye toujours de garder les mêmes élèves et suivre les mêmes élèves. Et il y a dans certaines écoles où je fais de l'improvisation. Je pars sur un thème. Je peux prendre un tableau du Louvre et leur demander de me parler de ce tableau. Donc d'improviser sur ce tableau. Donc
eux, ils s'expriment, et ensuite, je leur demande de mettre en place un jeu avec plusieurs intervenants et que chacun tienne son rôle. Et en deuxième partie, ce que je fais, c'est que je réécris souvent des textes de Racine ou de Molière, par exemple, le bourgeois gentilhomme, qu'ils adorent, mais par contre, j'essaie de trouver les mots pour eux. Pour leur âge, pour trouver une intrigue, un jeu. Je travaille souvent sur des textes de Marivaux aussi, pour les filles, voyant la société d'aujourd'hui, face aux garçons pour qu'ils puissent comprendre un petit peu. Et donc, c'est un jeu qui les amuse. Oui. Et après, là-dessus, quand on voit leur émotion, il y en a qui viennent souvent me voir et me disent « Ah là, c'était génial, j'ai trouvé que ça, c'était super beau, c'est gentil. Et d'habitude, avec mon camarade là, ça se passe pas souvent bien entre nous. Et là, tout d'un coup, on a pu jouer ensemble, on a pu partager quelque chose ensemble. » Ça leur apprend bien au-delà, finalement, de la comédie. C'est une leçon de vie également. Exactement. Jean-Luc Gagliolo, concernant le plan 100% culture, Nice est une ville test, en fait. C'est quoi l'idée ? Non, ce sont nous qui lançons les tests. Nice n'est pas une ville test. Nous nous inscrivons dans un cadre rigoureux que nous voulons crédible aux yeux à la fois des parents, de l'éducation nationale et des artistes. Donc, ce que nous mettons en place, c'est une période expérimentale qui a été la première année sur 21 écoles. Et sur les 4 années qui viennent, nous allons monter à 151 écoles, c'est-à-dire 100% des écoles, 100% des classes, 100% des élèves. Donc on n'est pas une ville test, on a juste une conscience aiguë, et le maire notamment, du fait que, comme le disait monsieur à l'instant, on est dans un monde aujourd'hui où il faut nous adapter aux enfants et il faut leur apporter autre chose que ce que nous avons l'habitude de leur apporter. Je suis enseignant moi-même en collège, je suis pratiquant de théâtre aussi depuis 50 ans, je connais assez bien tous ces domaines-là, je sais combien la pratique théâtrale, et monsieur a raison, peut être épanouissante pour un enfant, et donc on ne parle plus de culture là, on parle d'épanouissement d'individus, on parle de mise en route d'un citoyen, de prise en compte de ses qualités qui ne sont pas forcément des qualités scolaires. Et c'est vrai pour tous les domaines d'intervention. Nous avons aussi en parallèle du plan culture un plan musique pour tous. Ce plan musique pour tous, c'est un plan qui permet à tous les enfants de CP, de Nice, de découvrir la pratique d'un instrument de musique grâce à l'intervention du Conservatoire national à rayonnement régional de Nice. Donc, nous sommes pleinement convaincus que ça n'est pas seulement un problème culturel, ça n'est pas seulement une question de connaissance culturelle, c'est une vraie question de constitution et de fondement de la société de demain. C'était Steinbeck, je crois, qui disait que la connaissance de l'autre mène forcément à l'amour de l'autre. Et l'inverse est vrai aussi. Donc forcément, il est indispensable pour les adultes d'aujourd'hui de faire en sorte que les enfants aient un champ culturel qui leur ouvre l'esprit, qui les ouvre aux autres, qui les ouvre à ce qui est beau, et qui leur permettent donc de se construire comme des adultes qui seront des citoyens éclairés. Je reformule ma question, Jean-Luc Gagliolo. Quand je parlais de ville test, mes mots ont peut-être été mal choisis. Ce que je voudrais savoir, c'est si ce plan pourrait à l'avenir s'étendre sur le plan national. Écoutez, j'en serais ravi. Je serais curieux déjà de savoir, effectivement, vous avez raison, si une expérience de telle ampleur sur 30 000 élèves et 151 écoles a été menée par ailleurs. Je ne le sais pas, je ne le crois pas, mais je ne m'avancerai pas. Évidemment, le partenariat que nous avons avec l'Éducation nationale et la DRAC est reproductible partout ailleurs. Ça nécessite, à mon avis, trois critères à prendre en compte. La volonté politique, nous l'avons. La capacité à offrir des structures culturelles de territoire qui soient accessibles à tous les enfants. Un maillage d'acteurs locaux culturels qui soient accessibles. Et puis, ça nécessite des budgets. Par les temps que nous connaissons, être capable d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros dans un dispositif tel que celui-ci n'est peut-être pas accessible à toutes les communes. Raoul Fauquois, est-ce que vous trouvez qu'un plan comme celui-ci manque par exemple à Paris? Vous enseignez dans des écoles à Paris, je le rappelle. Est-ce que vous trouvez que ce serait intéressant d'étendre ce plan sur Paris, sur la région parisienne et sur d'autres communes, bien sûr? Vivement, parce que
c'est un bon plan, mais maintenant, comme dit le monsieur, il faut de la volonté politique. Oui. Ce que j'ajouterais dans ce plan, que ça ne soit pas qu'un projet entre deux vacances, mais que ça soit un projet sur l'année. Ce que demande, en tout cas moi, en tant que professeur, et de ce que je vois des enfants, ils aimeraient bien avoir quelque chose qui leur permette en fait de s'évader un petit peu de l'école, qui est très exigeante pour eux à leur âge, et de pouvoir avoir... une certaine époque, on faisait des kermesses dans les écoles. Ça continue, il y a encore des kermesses, mais des kermesses avec quelque chose de construit par les enfants. Vivement que ce projet, qu'il soit étalé et surtout mis en place. Est-ce que vous avez le sentiment, parfois parmi vos élèves, qu'ils souhaitent aller un peu plus loin? Est-ce que vous avez des demandes d'élèves qui cherchent, par exemple, des cours de théâtre, des écoles de théâtre, des formations, ou des demandes de parents, par exemple, qui viennent vous voir et qui disent ma fille ou mon fils se plaît lorsqu'ils découvrent le théâtre avec vous, ils aimeraient aller plus loin? J'ai beaucoup d'enfants qui me demandent. Il y en a que je suis, puisque je donne aussi des cours de théâtre dans les centres culturels de Paris. En dehors donc du périscolaire. Il y en a que je suis depuis 4 ans, dans le 5e à Paris. Et il y a aussi des parents, depuis cette année, j'ai un parent qui m'aborde souvent après les cours. On me dit, mon enfant adore, je sais pas ce que tu donnes dans ton cours, mais à chaque fois à la maison, il joue ce que tu lui as proposé. Oui, les parents sont en demande. On ne peut pas dire qu'ils sont la majorité, c'est vrai. D'accord. Mais il y a des demandes. Par contre, oui, les enfants sont très demandeurs. Plus que les parents. Plus que les parents. Jean-Luc Gagliolo, vous êtes adjoint à l'éducation à la mairie de Nice. Est-ce que vous avez eu des demandes, vous, d'enseignants ou de parents qui trouvaient que la culture n'était pas assez représentée finalement à l'école? Non, ça ne s'est pas présenté comme ça, parce que lorsque les parents ont des récriminations à formuler en matière d'éducation, ils s'adressent plutôt à l'éducation nationale. Oui. Nous ne sommes pas naturellement l'interlocuteur des parents en ce qui concerne l'éducation. La ville a sa compétence en matière d'éducation pour ce qui est des travaux, pour ce qui est des équipements, mais habituellement pas en matière culturelle. Donc, nous n'avons pas eu de retour des parents sur ce domaine-là. Par contre, nous avons eu des retours positifs des parents avant que nous mettions en place le plan, sur tout ce que nous pouvions proposer dans le cadre de notre plan Grandir en culture, qui est un plan qui permet d'emmener les enfants vers la culture, dans nos lieux de culture. Donc les échos étaient très positifs. Et c'est effectivement à l'observation de ces retombées positives, aussi bien au niveau des parents, mais M. Foucault le disait fort justement, surtout au niveau des enfants, les effets positifs sur les enfants, c'est à la vue de cela que nous nous sommes dit qu'il fallait inverser le sens et avoir désormais des enfants dans les lieux culturels et la culture dans les écoles. Oui, parce que jusqu'ici, finalement, à l'école, ça dépend beaucoup de la sensibilité de l'enseignant. Moi, j'ai des enfants qui sont dans des classes différentes en fonction de l'enseignant. Il y en a un qui va organiser plus de sorties au théâtre ou au musée que l'autre, par exemple. Finalement, l'enseignant a le choix d'organiser des sorties ou de ne pas en organiser. Absolument. L'enseignant a le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais il a surtout le choix, en tout cas je parle pour Nice, d'une multitude d'activités et de médiations qui lui sont proposées. Évidemment, nous prenons en charge, lorsque cela est nécessaire, tout l'accompagnement, la fourniture de documents, de supports pédagogiques, toujours en accord avec les enseignants, mais aussi et surtout, nous avons la chance d'être une ville de 350 000 habitants qui offre des possibilités multiples. Donc, effectivement, c'est assez naturel pour nous de voir que les parents viennent vers nous maintenant, on le constate, mais ça n'était pas le cas avant que nous mettions en œuvre le plan. Loin de moi l'idée de vouloir l'imposer aux enseignants, je poursuis dans ce que je disais jusque-là. Est-ce que le problème finalement ne vient pas aussi de l'importance qu'on donne à la culture quand souvenez-vous, pendant le confinement, on a finalement qualifié la culture de non essentielle? La culture a parfois été la variable d'ajustement des politiques territoriales, nous le savons. J'avoue avoir la chance d'être dans une municipalité, donc celle de Christian Estrosi, qui ne raisonne pas comme ça. Et nous avons misé sur la culture. Alors évidemment, ça n'est pas du bling-bling, ça n'est pas quelque chose qui porte ses fruits immédiatement. Mais le regard que nous portons sur la culture, et qui commence quand même à se généraliser, c'est un regard à long terme sur la nécessité
de la diffuser, de la rendre accessible à tous. Je crois que c'est une question qui se pose de moins en moins. Et finalement, rendre la culture accessible à tous, c'est aussi un moyen de réduire les inégalités ? Alors écoutez, c'est un moyen de réduire les inégalités, évidemment, puisque l'organisation du plan tel que nous l'avons voulu, c'est que chacune des circonscriptions d'éducation nationale de la ville de Nice a proposé des écoles pour participer à la première vague, puis à la deuxième pour la troisième, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privilège territorial, il n'y a pas de privilège socio-culturel. Nous avons demandé à l'éducation nationale de choisir des écoles dans tous les quartiers. Et nous faisons les interventions, nous mettons en place les interventions dans les écoles qui ont été choisies par l'éducation nationale dans tous les territoires. C'est-à-dire que les territoires les plus favorisés, les moins favorisés, sont concernés de la même manière par le plan que nous proposons. Raoul Faucoua, on fait comment pour faire aimer les arts, le théâtre en ce qui vous concerne, à des enfants qui, par le milieu social par exemple, sont très éloignés de cet univers ? En fait, on se rapproche d'eux. On se rapproche d'eux par on commence très gentiment par des exercices d'improvisation, en leur proposant des thèmes. Je prends souvent un thème qui est générique et qui leur plaît énormément, de prendre un groupe de 3, par exemple, un papa, une maman et un enfant. Le papa peut être une fille, la maman peut être un garçon, et vice-versa, et l'enfant. Et là, je leur donne un sujet. Par exemple, voilà, papa rentre du travail, il est fatigué, l'enfant rentre de l'école qui est un bon élève, mais maman est en train de regarder quelque chose à la télévision et il change la chaîne. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je leur propose ce jeu-là. Généralement, là, l'enfant se met à parler. L'idée, c'est quoi ? C'est de les mettre dans des situations du quotidien, des situations qu'ils connaissent ? Voilà, des situations qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vues, qu'ils connaissent. Et à partir de là, il y a un jeu qui se passe. Ils se mettent à parler. Avec une contrainte dans cet exercice. À partir de là, l'enfant s'exprime, les autres l'écoutent, regardent, et très vite intervient. Ah oui, mais non, moi j'aurais pu faire comme ça. Ou alors, quand c'est plusieurs groupes qui passent, et les actes sont pris de manière différente. Question pour tous les deux. Le théâtre ici, la musique, la littérature, les arts plastiques, qu'est-ce que ça apporte finalement à des élèves de primaire ? De la confiance en eux. Ah oui. C'est un enfant qui se rend compte qu'il a des aptitudes dans un domaine, qu'il a une appétence, qu'il se découvre un désir pour une pratique culturelle ou qui est émerveillé par une rencontre, est un enfant qui va avoir envie d'avancer, qui a une motivation, étymologiquement, qui a donc un motif pour agir, et c'est un enfant qui va se transformer, tout simplement, au-delà même du champ culturel et de la structuration mentale que ça va progressivement induire chez lui. Je crois qu'il y a surtout un effet majeur, c'est le fait qu'il va se sentir capable de. Vous êtes d'accord avec ça ? Quels sont les bénéfices qu'ils peuvent tirer de ces pratiques ? De la vie en groupe, moi je leur fais souvent entendre que ce sont des individus uniques et dans un groupe. Et que le groupe, en fait, peut être unique aussi. Si eux, dans le groupe, existent et qu'en existant, font exister un groupe. Voilà. Merci Raoul Faucoua, vous êtes comédien, je le rappelle, metteur en scène, professeur de théâtre, et merci également à Jean-Luc Gagliolo, adjoint au maire de Nice, à la culture, délégué à l'éducation, pardon. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Comment accompagner les enfants atypiques, précoces, dyslexiques, Asperger ou hypersensibles ? Je reçois en deuxième partie d'émission Claire Stride. Elle est consultante et coach en intelligence émotionnelle. On va la retrouver dans un instant sur le plateau du Grand JT de l'éducation. Restez avec nous, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand JT de l'éducation en compagnie de Claire Stride. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous d'abord. Vous êtes consultante, formatrice et coach en intelligence relationnelle et émotionnelle. Vous êtes très impliquée dans la question de pédagogie.
D'abord, qu'est-ce que l'intelligence relationnelle et émotionnelle? L'intelligence relationnelle et émotionnelle, en fait, c'est tout ce qui fait qu'on est capable de discuter, vous et moi, par exemple, maintenant, et ce qui fait qu'on est capable d'être en interaction avec les autres. On met le mot intelligence là-dessus parce qu'on a réfléchi au sujet. L'intelligence relationnelle, c'est vraiment ma capacité à me comprendre pour être bien avec moi-même, être bien avec les autres et comprendre que les autres ne fonctionnent pas comme moi. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la prise en considération de mes émotions et de celles des autres dans ces relations. Enfant précoce, dyslexique, hypersensible, Asperger. Vous pouvez nous expliquer tous ces termes qui peuvent paraître barbares? Je rappelle que vous avez publié plusieurs livres sur le sujet. J'en ai quelques-uns avec moi, notamment celui-ci, Ingérable ou atypique. Le dernier, c'est celui-ci? Le dernier, c'est celui-ci. Mon enfant est haut potentiel et ultra sensible. C'est des termes qui peuvent faire peur. Ça fait peur. Je vous le cache pas, ça fait peur et ça rassure en même temps. C'est-à-dire que on a identifié aujourd'hui en neurosciences des câblages de cerveau qui sont différents. Donc on va parler des neurotypiques d'un côté, la grande partie de la population, et puis après on a à peu près 20-30% de la population, on ne sait pas trop, qui a un cerveau différent, parmi lesquels les dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dyscalculiques, etc., qui sont des personnes avec un fonctionnement différent. Alors on a 10 pour dysfonctionnement parce qu'on est beaucoup sur la performance, notamment dans les apprentissages. Donc ce sont des personnes qui apprennent à lire, à parler différemment. On a ensuite tous les hauts potentiels, zèbres, HPI, etc., qui ont donc un QI supérieur à 130. Les TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc en général, on dit que ce sont des gamins qui sautent partout, mais non, ce sont des personnes qui ont vraiment des réactions pulsionnelles et qui ont du mal à se contrôler. Et puis tout ce qui est donc Asperger, aujourd'hui on parle de TSA, donc de personnes avec des troubles du spectre de l'autisme qui sont la plus orientées sur un comportement avec des difficultés de relations sociales et avec des centres d'intérêt un petit peu obsessionnels. Alors, vous avez parlé de câblage différent. Oui, tout à fait. Ça oui. Cette différence, finalement, j'ai pas envie de dire dysfonctionnement, mais à quel moment est-ce que ça se forme, en fait? C'est in utero. In utero. C'est in utero, en fait. On connaît l'explication. Il y a des explications. Il y en a quelques-unes. Alors, on commence à mieux savoir. En fait, quand je vous parlais de câblage neuronal, c'est-à-dire que vraiment, si vous faites passer des IRM aux personnes neuroatypiques, c'est le nom qu'on prend pour les autres. En fait, on se rend compte qu'il y a plus de neurones ou qu'il y a des zones du cerveau avec des concentrations de neurones différentes par rapport à un cerveau classique. Par exemple, beaucoup plus de ramifications au niveau de l'amygdale, qui est le centre de tout ce qui est émotion, notamment liée à la peur. Et puis, chez les dyslexiques, la zone du langage n'est pas pareil, la zone de la lecture n'est pas pareil. C'est vraiment des neurones différents. On sait que, notamment pour le haut potentiel, in utero, on a entre 3 et 4 mois de grossesse, on peut avoir un pic de testostérone qui va arriver et booster peut-être la création du cerveau à ce moment-là, et en tout cas en faire un petit HPI. Il y a plein de choses qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Il faut savoir qu'on parle d'une population qui s'apprivoise, qui commence à se connaître, que les recherches se font essentiellement au niveau de l'école pour l'instant, parce que c'est la première porte d'entrée, qu'on est que sur les apprentissages, mais qu'on a plein d'adultes qui le sont et qui s'ignorent. Alors c'est pas forcément génétique. Ça l'est quand même beaucoup. Ça l'est quand même beaucoup. Oui. Alors vous dites que ça se forme in utero. Avec une prédisposition. Avec une prédisposition. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, loin de là. À quel âge est-ce que ces enfants atypiques sont diagnostiqués? Alors, sont diagnostiqués, ça va dépendre en fait des parents ou du regard d'un médecin, d'un pédiatre ou du corps enseignant. En fait, j'allais dire, on commence à se rendre compte que l'enfant est différent dès son plus jeune âge, notamment sur les réactions émotionnelles. C'est-à-dire que l'enfant va vraiment fonctionner comme un miroir. Tous les enfants neuroatypiques sont extrêmement sensibles émotionnellement, à part certains qui sont dans le spectre de l'autisme, et donc ils vont décharger les émotions, véritablement. Vous rentrez un peu un soir agacé de la maison, vous touchez à peine votre enfant, il hurle. Et vous lui avez rien fait, parce que vraiment, il va prendre ces choses-là. Ensuite, c'est avec les premières relations sociales, parc, crèche, nounou ou maternelle, qu'on se rend compte qu'il y a un comportement un petit peu différent. Et après, c'est au niveau des apprentissages. Donc en général, j'allais dire, les premiers diagnostics se font entre 3 et 6 ans. Lorsque ce diagnostic est posé, il se passe quoi finalement dans la tête des parents? J'imagine que l'accompagnement des parents à ce moment-là est très important. Il est très important, et tout au long, en fait, j'allais dire, de la scolarité, même de l'évolution de l'enfant. Donc je pense que vous avez une différence entre Tchernobyl, hurlement, enfin voilà, il y a à la fois beaucoup de crainte et de soulagement. Soulagement parce qu'on met un mot sur un fonctionnement particulier, crainte parce que bon sang, il ne va pas rentrer dans le moule, comment on va faire? Ouais.
Toutes ces pathologies ont également c'est important de le dire aussi, des degrés différents. Tout à fait. On donc besoin aussi en fonction d'accompagnements différents, en fonction de ces degrés différents. Vous parlez dans vos livres d'enfants, je dis ça, j'utilise ce terme parce que dans vos livres, j'ai vu que vous parliez d'enfants différents. Alors que finalement, on l'est tous, en quelque sorte. Oui, alors c'est toujours la difficulté de trouver la juste sémantique. Je dis même à certains endroits des enfants extraordinaires, en 2 mots. On est tous différents, mais on va dire qu'il y a des grands principes d'évolution, j'allais dire neurologique, comportementale, qui existent. Et on voit avec ces enfants qu'en fait, ils ne suivent pas les courbes classiques. Soit ils sont au-dessus en courbe de croissance, dans tout ce qui va être cognitif, et puis en retard émotionnellement ou pour certaines motricités, ça dépend. Donc là, en fait... La grande difficulté, c'est réussir à accompagner tous ces enfants, alors j'allais dire individuellement dans les familles, en logique de fratrie, et puis aussi à l'école, donner les clés aux professionnels pour pouvoir gérer tout ce petit monde. Alors, ils ne suivent pas les courbes classiques, mais en même temps, vous le dites, ces pathologies concernent près de 20% de la population, ce qui paraît énorme. Ça paraît énorme, alors 20% parce qu'on a inclus aujourd'hui, j'allais dire ce qu'on appelle les hypersensibles. On commence à avoir des vraies recherches scientifiques sur le sujet, donc là aussi, on sait que ça se situe au niveau du cerveau, que ça arrive in utero, et on a presque 20% de la population qui est touchée par cette hypersensibilité avec j'allais dire d'autres comment dire, j'ai perdu le terme. En fait, il y a le mot que j'aime pas, c'est le mot comorbidité, mais je sais pas en dire un autre, où en fait on peut être et 10 et HP et hypersensible, donc on a un gros package, et donc oui, c'est de plus en plus de personnes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment l'hypersensibilité, c'est une réaction à l'évolution du monde dans lequel on vit, à notre environnement, qui est trop violent, et on retrouve cette évolution d'hypersensibilité chez une centaine d'espèces, pas que chez l'homme. Donc c'est là où ça devient intéressant de se dire, ok, on est un petit peu centré sur nous, mais notre monde est en train d'évoluer là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il y a plus de 10, plus d'HP qu'avant ? On les diagnostique plus, donc... Bah oui, forcément. Mais alors, chez quelles espèces on peut retrouver de l'hypersensibilité ? De l'hypersensibilité ou des 10 également? Alors, ça, 10, tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas, oui, c'est compliqué. Par contre, ce que j'ai vu dans une thèse très intéressante, celle de Bianca Acevedo, c'est qu'effectivement, on a des rongeurs, des insectes, des poissons qui présentent des signes d'hypersensibilité. Ne me demandez pas à quoi ça ressemble, j'en ai pas la moindre idée, mais je rêve de rencontrer un insecte ou un poisson hypersensible. Hypersensible, oui. Vous parlez aussi de richesse et de qualité chez les neurotypiques. Quelles sont-elles ? Chez les neurotypiques ou les neuroatypiques ? Chez les neuroatypiques, pardon. Il y en a chez tout le monde. Richesse et qualité, il y a déjà cette grande sensibilité à la nature. On a une connexion, j'allais dire, plus profonde au vivant, aux émotions. Il y a on capte beaucoup plus d'infos quand on est au potentiel, notamment, ou dyslexique, on ne voit pas le monde de la même façon. Donc, c'est une autre ouverture sur le monde. Donc, c'est la richesse de la différence, tout simplement. Alors, il y a aussi l'importance de l'école et de bien apprendre à l'école. Comment font ces enfants, finalement, pour s'intégrer au système éducatif ? Là aussi, ça dépend du degré de leur pathologie ? Alors, ça va dépendre du degré de la pathologie, de la capacité de résilience, de comment ils sont accompagnés à la maison. La première chose, c'est est-ce que les parents les accompagnent ou est-ce qu'ils sont dans le déni ? Si on vous dit juste que vous êtes feignant et que vous avez qu'à aller plus vite, forcément, ça ne va pas être aidant. Ensuite, il y a effectivement le degré de la pathologie en classe et le nombre d'autres élèves qui sont comme ça ou pas. C'est intéressant ce que vous dites. Beaucoup de parents sont dans le déni ? Beaucoup de papas, oui. Beaucoup de papas. Ouais, et ça, je tiens à le dire. Plus que de mamans ? Oui, tout à fait. En fait, les mamans sont taxées de trop protéger leurs enfants et de se dire là, mon pauvre petit boutchou, il va pas y arriver, etc. Je caricature un peu, mais c'est quand même ce qui se passe. Et beaucoup de pères sont dans le déni parce que pas forcément acculturés à tout ceci et eux-mêmes, ayant galéré en étant jeunes, pensent qu'ils se sont endurcis et qu'il faut pas non plus trop aider leurs enfants. On a encore... Et puis la peur peut-être de poser un diagnostic entre guillemets irréversible. Diagnostic irréversible et une grosse remise en question, comme c'est quand même en grande partie héréditaire. Bon, à un moment, oui, moi aussi, j'ai vécu ça quand j'étais petit. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, par rapport à l'école, pour les aider à s'intégrer, déjà, pour moi, la meilleure chose, c'est communiquer avec les enseignants. Ils n'ont pas tous les outils, mais rien que d'être dans cette logique, de dire, voilà, mon enfant a cette spécificité, et moi je préférais parler de spécificité plutôt que de pathologie, il est plus rapide sur certaines choses, plus de créativité, plus de résilience, beaucoup plus enclin à aider ses camarades ou alors a besoin d'être tout seul. Voilà comment il fonctionne. Avançons ensemble, aidons-le ensemble. Ça peut aider. À quel moment, Claire, est-ce qu'on parle de handicap ? Alors, c'est une excellente question. Ça dépend du degré, comme vous le disiez. Et puis, donc en fonction de la façon dont la dyslexie, par exemple, va empêcher l'enfant de s'épanouir, en fonction de l'impact
psychologique d'un haut potentiel. On passe différents tests avec des spécialistes, neuropsy, etc. Et quand on voit que vraiment ça empêche la personne de progresser, là, on peut être sur un diagnostic du handicap et on peut même relever d'une RQTH. Je vous en avez certainement entendu parler. Dernièrement, Éric Zemmour a fait polémique en parlant d'obsession de l'inclusion. Le candidat à la présidentielle s'est depuis expliqué en disant qu'en fonction du handicap, il fallait, selon lui, ouvrir davantage d'établissements spécialisés ou recruter et former davantage d'accompagnants AESH. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que vous croyez qu'en France, on a une obsession de l'inclusion ? Je pense qu'on cherche des solutions et quand on a trouvé un bon mot, on s'engouffre dedans. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est la mode à l'inclusion. Il y a ce besoin de se dire on fait des choses. Et je pense qu'il y a un vrai décalage entre la volonté de faire et la possibilité de faire. J'ai rarement vu des professionnels malveillants et décidant d'enfoncer des gamins. J'ai vu surtout beaucoup de méconnaissance et beaucoup d'ignorance. Donc je pense qu'à partir du moment où effectivement on va donner les outils aux gens, ce sera aidant. Je pense que l'inclusion, c'est pas forcément le but à avoir, ce serait plutôt le fait de dire on avance tous ensemble dans la richesse de qui on est et il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes par rapport à tout ceci. Oui, parce que c'est un peu ce que vous dites aussi quand vous dites est-ce que c'est pas un peu quand vous écrivez de faire grandir un enfant hors case que le système doit caser à tout prix. Oui. C'est deux lectures du monde. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le système qui est basé sur une norme, sur des références, et vous êtes jaugé, évalué par rapport à tout ceci. Et justement, dans mon dernier livre, il y a tout un chapitre qui est être hors d'eux, assumer d'avoir un enfant hors d'eux, hors du moule, hors du système, etc. Donc après, ça dépend aussi, de la posture qu'on choisit. Et si on élève son enfant en lui disant, voilà, ça, c'est le chemin que beaucoup vont prendre. Toi, tu as le droit de prendre un chemin à côté, mais comprends comment est le chemin, comme ça, vous pouvez vous aider mutuellement. Pour moi, c'est gagné. C'est gagné. Et alors, si vous aviez... alors, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle, Claire. Pas encore. Pas encore. Mais si vous aviez une critique ou une opinion à émettre sur les actions du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, notamment sur ces questions de handicap, ce serait quoi ? Former les profs. Former les profs, former les enseignants. Important. Former les enseignants et les AESH et tous les personnels qui sont en lien avec les enfants. Parce que quand on sait communiquer avec eux, quand on comprend pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon, on s'organise beaucoup mieux. Et même, ce sont des atouts. On sait qu'un haut potentiel dans une classe va pouvoir presque prendre le relais sur certaines activités, que d'autres vont être plus dans la créativité, que d'autres vont pouvoir aider leurs camarades. Il y a plein de belles choses à vivre ensemble. Et puis, c'est pas la mort s'ils se lèvent et qu'ils marchent un petit peu. J'étais enseignante pendant 12 ans et c'était une aventure exceptionnelle. Par contre, quand au début, j'ai cru qu'il fallait qu'ils restent tous assis et qu'ils parlent pas, ça a été un enfer. Et j'ai appris à grandir avec eux. Vous avez été enseignante auprès d'enfants Alors, moi, j'ai fait du collège au Bac+5. Oui. Et j'ai fini par mettre en place toutes mes méthodes pédagogiques sur les neurosciences, l'apprentissage collectif. Et mes derniers élèves qui étaient des BTS n'ont jamais eu l'impression de travailler. Et sont passés de 4 à 17 de moyenne et ont majoré sur leur examen parce que je leur ai donné confiance en eux et j'ai mis du sens dans ce qu'on faisait. Et ils ont bossé ensemble et c'était magique. Alors oui, il y avait du bruit, oui, ils étaient en petits groupes, oui, on a fait des gâteaux. Mais pourquoi est-ce que vous avez arrêté alors ? J'ai arrêté parce que c'était moi qui avais du mal à trouver ma place dans le système et je trouvais que les idées que j'avais, c'était difficile de les diffuser en étant 20 heures par semaine en établissement. Moi aussi, en tant que bonne petite neuroatypique, j'avais besoin de changer d'air. Et c'est pour ça qu'il y a les livres, la chaîne YouTube et plein d'autres choses à côté. Mais oui, parce que ce dont vous parlez dans les livres, vous êtes quand même très concerné. Vous l'avez vous-même vécu, oui. C'est ça l'histoire. Tout à fait. C'est ça. Je l'ai vécu, j'ai compris comment j'étais. Quand j'étais prof, il m'a fallu du temps pour comprendre que les jeunes que j'aidais et avec qui j'avais tissé des liens étaient comme moi. Quand j'ai commencé à bosser avec des chefs d'entreprise, ils avaient aussi le même profil. Donc à un moment, je me suis dit, il y a une sorte de cadre qui est en train une sorte de ligne directrice qui est en train de se mettre en avant. Et moi, ça fait que 4 ans que je dis aux gens que je suis neuroatypique. Avant, j'étais juste consultante. Mais aujourd'hui, j'ai mis ça en avant parce que... Vous n'osiez pas le dire avant ? Je l'avais oublié. Vous l'aviez oublié ? Je l'ai oublié parce Comment vous pouviez l'oublier ? Parce qu'on a cette étiquette-là que quand on est à l'école. Et on vous dit que vous êtes dyslexique et après, on vous fait croire que c'est juste vous allez faire des fautes et puis point barre. Et après, quand vous êtes dans la vie d'adulte, on ne vous en parle plus. On vous dit juste que vous êtes différente, agaçante, embêtante, on ne supporte pas l'injustice, donc j'étais toujours en train de lutter et de me battre pour tout le monde, notamment pour mes élèves. Donc Et à l'école, vous aviez l'étiquette dyslexique ? À l'école, j'avais l'étiquette dyslexique, dyscalculique et haut potentiel. Donc en gros, comme j'ai plus de 40 ans, on me disait tu vois, tu es censé être un génie, tu n'es pas capable. Donc ça, c'était difficile. C'est pas facile. C'était pas facile. Donc du coup, il y a eu cette envie de pouvoir accompagner et en rencontrant des jeunes,
en parlant avec leur famille il y a 4 ans, où pour la première fois, je n'ai pas parlé de ce que je faisais, mais de qui j'étais. Les jeunes m'ont dit, mais on a besoin de quelqu'un qui parle à notre place parce qu'on ne sait pas expliquer qui on est. Alors, vous donnez dans vos livres aussi beaucoup de conseils pour les parents. Oui. Comment est-ce qu'on gère un enfant dyslexique, un enfant Asperger, par exemple, quand on est parent? Du mieux possible. Et surtout en évitant de viser la perfection. Et avec le plus grand amour possible. C'est vrai que ce qui compte le plus pour aider les enfants neuroatypiques, c'est de prendre soin des parents, parce que ce sont c'est le pilier. Donc là, c'est toute une histoire d'acceptation, de compréhension, et de se dire que, quoi qu'il en soit, faites confiance à votre enfant. Merci beaucoup Claire Stride d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Vous avez votre place ici avec votre nom. Vous êtes une habituée de l'émission maintenant. Je le rappelle, vous êtes consultante, formatrice et coach en intelligence relationnelle et émotionnelle. À très bientôt. À bientôt. C'est le moment de retrouver Malika Ménard. Cette semaine, dans Souvenirs d'écolier, elle reçoit April Benayoum. Donc là, on l'a dit, vous êtes reine de beauté, vous êtes mannequin. Ouais. Est-ce que plus jeune, vous rêviez d'exercer un autre métier? J'aurais bien. Alors, quand j'étais plus jeune, je voulais faire vétérinaire pour animaux sauvages. Pour animaux sauvages? Oui. Pas pour les chats et les chiens, mais pour les fauves, ouais, ça, j'aurais vraiment aimé. J'aurais bien aimé être interprète aussi, parce que j'ai toujours aimé les langues. Voilà, c'était vraiment les 2 métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Est-ce que vous avez votre grand-mère Georgette? Oui. Elle a été élue Miss Marseille dans les années 50. Oui. C'est elle qui vous a donné cette vocation? Oui, c'est vrai qu'elle m'en avait parlé. Donc, quand on a une Miss dans la famille, ça fait un peu rêver. Après, j'ai toujours su que je voulais participer à l'élection de Miss France. Je pense que c'était ancré en moi. Et puis, j'ai eu 18 ans et je me suis dit, 18 ans, c'est un peu trop jeune. Donc, je vais attendre. Et puis après, je me suis présentée et voilà où j'en suis. Comment est-ce qu'elle a réagi, elle? Elle était extrêmement fière. Elle était venue donc, à mes élections donc locales en premier et après régionales. Et je crois qu'elle a failli s'évanouir. Moi, je ne voyais pas ça parce que j'étais sur scène, mais c'est ce que ma famille m'a dit, quoi. Mannequin, c'est un métier que vous voyez exercer toute votre vie? Oui, honnêtement, c'est ce que j'aimerais réellement faire parce que c'est là où je m'amuse le plus, c'est là où je prends le plus de plaisir. Donc, on verra comment ça se passe par la suite, mais j'aime beaucoup faire ce métier, ouais. Vous êtes également influenceuse? Oui. Quel rapport vous avez avec ce nouveau métier? C'est particulier, c'est particulier parce que pendant des années, on suit des gens faire ce métier et après devenir la personne qui est justement en train de prendre son téléphone et parler de certaines choses, de certains produits ou voyages, c'est particulier, mais c'est très plaisant. Vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça? Avec le fait de se filmer Non, je suis à l'aise, mais je trouve que ça n'a pas une très bonne image. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a certains produits qui sont mauvais, etc. Donc, mais vous choisissez? Moi, je choisis, mais c'est vrai que pas tout le monde n'en a conscience. Donc, je choisis toujours les produits avec lesquels je travaille et je trouve que c'est très important. C'est un métier que vous n'aviez pas forcément envisagé faire et finalement qui est venu avec la notoriété. Oui, tout à fait. Miss. Exactement. Vous avez trouvé votre équilibre, en fait, il est entre les deux. Oui, c'est ça. Ouais. Et la télé, alors? La télé, on verra. On verra comment ça se passe. Je trouvais ça cool. Après, je pense que je ne suis pas encore prête. Par contre, j'aimerais bien tester le cinéma. Ça, c'est un truc que j'envisage de faire plus tard. Mais là, pour le moment, je profite à fond de ce que je peux faire et des opportunités que j'ai. Et je pense qu'il faut toutes les saisir. Ce qu'on vous a vu dans TPMP? Oui. Ça, c'est une expérience qui est destinée à durer sur le long terme ou... Oui, c'est... en fait, déjà, je devais faire que TPMP People avec Mathieu Delormeau. Ouais. Mais j'ai été contactée pour faire TPMP, donc ils m'ont dit il faut que tu viennes. Donc j'ai dit ok, j'arrive, pas de souci. J'avais pas refusé quand même. Et puis le lendemain, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit on aimerait que tu fasses ce soir et l'émission de demain. Donc j'ai dit ok, pas de souci, j'arrive. Donc on verra, mais pour le moment c'est plus TPMP People, ouais. Et ça va, ça vous fait pas peur? Non, pas peur, parce que l'ambiance est très bonne. Tout le monde est hyper bienveillant, donc les conditions de travail sont géniales. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de donner son avis sur des sujets sensibles, surtout quand on est Miss.
et qu'on représente la France à un concours international. Vous êtes encore bien voilà. Miss avec c'est pour ça que c'est assez difficile, donc on verra plus après l'élection de Miss Monde comment ça se passe. Et le cinéma, vous le disiez, vous aspirez à ça. Est-ce que vous avez déjà été contactée ? Non, j'ai pas été contactée parce que je pense que je montre pas non plus que voilà, c'est la première fois que j'en parle. Voilà, c'est le début, c'est le premier appel. Ça. Mais après, voilà, je pense qu'on va commencer petit à petit, même pour tester, parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Hein, donc peut-être prendre des cours alors. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, ça peut que aider. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'April Benayoum pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci beaucoup Malika Ménard et à demain, toujours en compagnie d'April Benayoum. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV. Voici le Zap. 92% de la population française est internaute et 83% se connectent tous les jours. On a presque envie de dire cocorico quand on entend ces chiffres du baromètre numérique 2021 du Crédoc. Mais ce taux de connectivité cache-t-il un manque d'acculturation, de maîtrise numérique ? Jean Guo, vous êtes la fondatrice de Connexion. Quand on parle de fracture et d'inclusion numérique, on parle de quoi exactement ? Oui, très bonne question. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et aussi il y avait des enjeux qui ont encore augmenté depuis la crise Covid, c'est que quand on parle de fracture numérique, c'est pas juste une chose, c'est vraiment en fait plusieurs facteurs. On parle bien sûr en fait des enjeux d'équipement, même si en fait on avait justement cette couverture assez importante depuis les dernières années. Il y a aussi cet enjeu de connexion, et dernièrement il y a cet enjeu de maîtrise des bons usages, parce qu'on voit aussi il y a des nuances aussi quand on parle de maîtrise des compétences numériques. Par exemple, je parle souvent en fait des exemples de jeunes. Maîtriser TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes choses de maîtriser les usages de base pour la vie professionnelle. Et on avait vu en fait depuis le début de la crise Covid qu'on a demandé des équipes d'aller sur les outils en fait pour faire des rendez-vous, pour communiquer. Et c'est très important en fait, même pour les codes sociaux du monde du travail aujourd'hui, de maîtriser ça. Et donc pour nous, les grands enjeux, et on estime, en fait, on dit qu'il y a 1 sur 10 aujourd'hui qui sont sans accès, mais c'est presque, si on inclut justement les personnes qui n'ont pas les bons usages, les bonnes maîtrises des outils numériques, c'est presque 1 sur 5. On parle de 13 millions de personnes en France qui sont concernées par cette fracture. Et après, en fait, pour nous, parmi les grands enjeux, il y a d'un côté cette accélération depuis le début de la crise, parce que c'était plus difficile. Il n'y avait en fait pas forcément, par exemple, toutes les plateformes de services publics qui étaient si disponibles. Et on avait trouvé, il y a des personnes qui étaient sans accès aux doigts, même sur les bases de la vie pratique, qui étaient en fait vraiment en difficulté. Et donc pour nous, en fait, on ouvre aujourd'hui justement pour aider toutes ces personnes sur la base de la vie pratique et la vie professionnelle. Une ferme pédagogique, est-ce qu'on peut dire que c'est une ferme pas comme les autres, Marie ? Oui et non. Ça reste une ferme dans le sens où on élève des animaux que peuvent élever toutes les fermes aussi de production. Enfin, on élève les mêmes animaux, c'est-à-dire les moutons, les chèvres, les cochons. Après, effectivement, ce qui change, c'est que le rôle principal de ces fermes, c'est effectivement d'éduquer tous les publics. On parle de tous les publics parce qu'il y a les enfants, mais il y a aussi les adultes, les personnes un peu plus fragiles, donc porteuses de handicap, à justement adopter des gestes vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'animal, donc le rapport homme-animal qui est hyper important et qui date de plusieurs milliers d'années. Donc c'est, voilà, la différence, c'est que c'est vraiment, le premier rôle, c'est l'éducation à l'environnement, l'éducation à une nouvelle alimentation durable, à l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire voilà, comment se comporter en tant que citoyen dans la ville et quels gestes on peut avoir vis-à-vis de notre environnement. Qu'est-ce que l'école pourrait faire de plus, de mieux pour aider ? Alors, il y a eu un petit pic de prise de conscience après les attentats en 2015. On a beaucoup formé à réagir en cas de prise d'otage, en cas d'attaque d'une école. Il y a toujours d'ailleurs des choses obligatoires, des exercices. Donc j'en parle régulièrement avec ma compagne d'ailleurs. On forme bien nos enfants, les chefs d'établissement, les enseignants sont relativement bien formés sur ces questions-là. Mais c'est vrai que l'exercice, ça reste en général, comme les exercices incendie, le truc chiant. J'ai toujours un truc à faire, il faut que j'envoie mon mail, il faut que je finisse mon programme, etc. Il faut que ces exercices soient un peu sacrés
centralisé parce que malheureusement derrière, les parents ne sont pas aussi formés que l'enseignant ou que l'enfant lui-même à faire face à un aléa. On a vu Lubrizol, on a eu la Vésubie, la Roya, les inondations dans le sud de la France. On a eu la tempête Nice il y a la semaine dernière. Donc on voit qu'on est régulièrement balayé comme ça tout au long de l'actualité, de l'année. On a même des feux de forêt en hiver, en Corse. Il faut qu'on puisse se préparer à ces différents aléas. D'un mot, Gaël, quand vous intervenez, vous, devant des enfants, devant des adolescents, est-ce que leurs réactions vous surprennent? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus mûrs que nous, finalement? Toujours. Toujours. Les enfants sont beaucoup plus résilients. Là, je vais partir aux Antilles dans les jours qui viennent sur un exercice de tsunami qui s'appelle Carib Wave. Et j'ai le souvenir de l'année d'après Irma à Saint-Martin en 2018, où certains enseignants ne voulaient pas faire l'exercice parce qu'ils estimaient que les enfants en avaient suffisamment bavé comme ça de l'ouragan Irma, et où les enfants spontanément ont dit ben non, les grands vont prendre. Moi j'ai des enfants qui, à Pointe-à-Pitre en 2019, remontaient sur les hauteurs de Massabielle, les hauteurs de Pointe-à-Pitre, et qui faisaient l'exercice comme si c'était le carnaval. Donc il y a une volonté aussi de ma part de faire ça en temps de paix, c'est très important. Et pour pouvoir le reproduire en période de crise. Frédéric Bardot, Fred, vous déploriez dans une interview, c'était en juin 2021, pour rien de cacher, que l'inclusivité digitale soit dans un angle mort. Quand on voit ces chiffres, quand on voit ce taux d'équipement qui a largement rattrapé les usages, est-ce qu'on se dit que c'est toujours le cas au printemps 2022 ? Ah oui, moi je le pense, oui, effectivement. Et puis il y a un problème, comme on dit, de stock, c'est-à-dire il y a des millions de personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Il y a un problème du flux, c'est-à-dire que nos enfants apprennent le numérique à l'école, mais est-ce qu'ils apprennent des usages qui leur permettent d'accéder à leurs droits, aux services publics, ou de faire un CV, ou de trouver un job? Je suis pas sûr. Et c'est pas une pierre dans le jardin de l'éducation nationale. C'est compliqué d'acculturer à tous les nouveaux usages parce que les nouveaux usages évoluent. Donc je pense que c'est largement sous-estimé. Il y a des ateliers qui sont intemporels, comme la fabrication du pain, puisque de la farine, on en a toute l'année. Donc l'atelier de fabrication du pain, les enfants, ils vont mélanger l'eau, la farine, le sel, la levure. Ils vont faire leur pâton. S'il reste suffisamment longtemps, on a des fours à bois et ils vont repartir avec le pain qu'ils ont fait eux-mêmes avec leurs petites mains et qui a cuit dans le four à bois. À l'automne, on va faire des ateliers autour de la pomme. Donc on va leur faire fabriquer du jus de pomme. Donc ils vont laver, concasser les pommes, presser les pommes. Ils vont boire le jus de pomme qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Au printemps. Quelque chose me dit qu'ils doivent être beaucoup moins dissipés qu'en cours. Oui. En classe. Ils doivent être concentrés, ça doit être très ludique. On arrive vraiment à capter leur attention et il y a vraiment des étoiles dans les yeux. Et donc s'ils font, quand ils repartent de chez nous, ils n'ont forcément pas retenu toutes les informations qu'on leur a données pendant 3 quarts d'heure, mais ils vont avoir retenu ce qu'ils ont pu et ça va les avoir marqués. Et c'est d'autant plus vrai que la ferme ouverte de Saint-Cyr a ouvert en 1995 et maintenant on voit les premiers enfants qui sont venus faire les ateliers qui amènent à leur tour leurs enfants. Qui amènent à leurs enfants. Parce qu'ils ont vécu des choses qui étaient importantes et ils veulent le faire vivre. Et ils vous racontent du coup comme moi que petits ils se souviennent qu'ils étaient venus du côté de Saint-Cyr et tout, parce que c'est vrai que je vous ai vu, je me dis mais Saint-Cyr ça me dit quelque chose. Ah oui, d'accord, c'était ce jour-là. Donc. Vous êtes né en 1980 en Guadeloupe. Tout à fait. Quand l'ouragan Hugo frappe l'île, vous avez 9 ans. Est-ce que vous vous souvenez aujourd'hui de ce que les yeux de l'enfant de 9 ans voient, de ce que le cerveau de cet enfant de 9 ans comprend? Alors j'ai compris ce que mes parents m'ont transmis. C'est-à-dire que mes parents étaient calmes, mon père avait tout prévu, il est banquier, par ailleurs pasteur, donc il a géré cette crise-là. On dit que souvent que les enfants... Quand on dit banquier et pasteur, on veut dire qu'il a géré le matériel et le spirituel. Exactement. Tout était en ordre, y compris la place au paradis, le cas échéant. C'est ça. En gros, on a dû partir en plein ouragan. L'œil du cyclone passait au-dessus de chez nous. Donc, c'est la zone où il y a les vents les plus violents une fois que cet œil est passé. Et on va chez les voisins donc, pour se réfugier. Et au lever du soleil, donc, mes parents, avec tous les adultes, poussaient les fenêtres. C'est vraiment au lever du soleil qu'on se rend compte, enfant, des dégâts, ce qui faisait nuit. Et moi, ce que je retiens de cette catastrophe-là, c'est la gestion de crise. C'est-à-dire, cette culture qu'avait mon père, notre maison était assurée, elle avait été construite dans les règles de l'art, paracyclonique. Donc vous n'avez même pas peur? J'ai pas peur à ce moment-là. J'ai eu une petite crainte parce que je me dis, oulala, ça va nous coûter quand même un peu d'argent, cette histoire. Oui, déjà, les coups sur terre, 9 ans. Et surtout, en tant qu'enfant, ce que je me dis, c'est il faut plus que ça arrive. Et on se dit, avec les dessins animés qu'on regarde, que mon métier plus tard, ça sera d'empêcher que ça arrive. Bon, on a un peu d'humilité face à ça. Soit je fais Superman, soit je deviens météorologue. Voilà. Et donc, je deviens météorologue, entre autres, pour ça. Pour le coup, c'est une ferme pédagogique éphémère, si je puis dire. Ça prend combien de temps, justement,
à monter un tel projet et comment vous sélectionnez justement les participants? Alors c'est vrai que nous avons un cahier des charges très précis sur tout ce qui est bien-être animal, bien sûr, mais sur tout ce qui est pédagogique également. C'est sûr qu'on a une attente en tant que collectivité territoriale. Donc c'est vrai que on fait un cahier des charges, c'est un marché public auquel postulent des candidats. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille avec les gens de la terre depuis 4 ans maintenant. Et donc c'est vrai qu'ils sont reconnus pour leur savoir-faire, comme d'autres fermes pédagogiques aussi. Et donc selon ce cahier des charges, il y a aussi les animations qui sont proposées pour les adultes, pour les enfants. Il y a des ateliers qui reviennent chaque année qui sont un petit peu plébiscités, si je puis dire, par les enfants et par les parents. Oui, alors c'est vrai qu'on fait en sorte de se renouveler aussi. Par exemple, c'est vrai que fabriquer son propre jus de pomme, ça a toujours beaucoup de succès. On peut aussi donner le biberon à des petits chevreaux ou à des petits agneaux. Donc c'est vrai que c'est toujours mignon et ça fait plaisir aux enfants. Et puis c'est vrai qu'on remarque aussi qu'il y a des animaux qui sont un peu plus stars que d'autres, surtout dans les fermes pédagogiques où ils aiment bien justement venir à la rencontre de leur public. Vous avez dit, Gaël Musquet, j'ai dû quitter mon île, la Guadeloupe, pour étudier les étoiles. Je voulais donner la chance aux futures générations de pouvoir le faire sans être obligé de partir. C'est votre prochain projet, prochain défi? Tout à fait, installer complètement des observatoires en Guadeloupe, là prochainement, les prochaines semaines, puis Mayotte, puis la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. C'est un déchirement de quitter son île, sa famille, son régime alimentaire, le climat dans lequel on évolue. Et en même temps, on est un pays qui peut prospérer et créer de la richesse grâce aux étoiles, grâce à la possibilité que l'on a sur chacune de ces longitudes de ces territoires d'outre-mer d'observer l'espace. Et on a beaucoup de défis à relever vu tout ce qui est lancé en ce moment et les conflits actuels qui malheureusement montrent à quel point ce domaine spatial a besoin de tous les talents. C'est la fin de cette édition. Encore merci Claire Street d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Schooltv.com pour voir ou revoir évidemment nos programmes. Et puis sur les Freebox, canal 247. On se retrouve demain. Ciao.